mesdames et messieurs, bienvenue à la séance 4, le principe 2, intitulé le principe de la vérité. Donc, avant d'entamer le principe de la vérité, nous allons essayer de définir, comme d'habitude, le mot la vérité. Selon le dictionnaire Larousse, qui est bien sûr un point de vue culturel, la vérité est un concept abstrait, une idée, une proposition qui emporte l'assentiment général ou s'accorde avec le sentiment que quelqu'un a de la réalité. Elle peut être considérée comme une connaissance, la vérité, elle peut être considérée comme une connaissance ou une expression d'une connaissance conforme à une certaine réalité. Aux faits tels qu'ils se sont déroulés. La vérité est aussi le caractère de ce qui existe réellement et est bien tel qu'il apparaît. C'est la qualité de ce qui exprime pleinement la réalité de quelque chose, une expression fidèle à la nature. Et en logique, la vérité est la position d'une proposition par rapport aux conditions imposées par un langage donné et par rapport à un état de fait. Par exemple, vous dites je vais à l'école, vous ne dites pas à l'école je vais. C'est tout ça en réalité qui permet de comprendre la vérité de façon logique en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Cette session mettra l'accent sur la vérité comme une expression, une attitude sincère de celui qui dit ce qu'il sait et qui parle avec conviction, honnêteté et intégrité, mais aussi nous allons aussi regarder ce qu'on appelle la vérité en matière dans le contexte de la raison. Alors, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le principe de la vérité? Ce qui est vrai pour toujours. C'est vrai pour tout le monde. C'est indéniable à tous les niveaux. Et c'est vrai non pas parce que c'est un point de vue, mais c'est un principe universel, tout simplement. La principale caractéristique de la vérité, c'est son universalité. La vérité ne change pas d'un endroit à un autre, d'une culture à une autre et d'une religion à une autre. Elle peut être décrite ou interprétée différemment, mais son essence reste la même, son universalité. Par exemple, la douleur est universelle, mais la manière de l'exprimer peut être différente d'un individu à un autre, d'une culture à une autre. Alors, il faut comprendre qu'on ne doit pas commettre l'erreur de vouloir posséder la vérité universelle. Personne n'a le monopole de la vérité. Personne n'a la science infuse. Chaque culture, chaque religion, chaque champ d'études perçoit et décrit la vérité différemment. Par exemple, vous allez voir que toutes les religions expriment une vie après la mort, mais la décrivent différemment. Et la vérité universelle échappe à la raison humaine. Et cependant, la vérité personnelle peut être découverte si nous avons la force intérieure de faire une introspection constante, une auto-évaluation de nos limites intérieures. C'est pourquoi nous disons que nul n'a le monopole de la vérité en tant que vérité universelle dans son entièreté. Cependant, chacun d'entre nous peut en fait accéder à sa propre vérité, sa vérité personnelle à travers l'introspection et l'expérience personnelle. Voilà pourquoi Schopenhauer disait « Tous les hommes avec grand H bien sûr, prennent les limites de leur champ visuel pour les limites du monde. On a tendance à penser que ce que nous voyons est la vérité universelle. En réalité, ce que nous voyons n'est qu'une partie de la vérité. Et pour mieux illustrer cela, nous allons présenter en fait une situation, une histoire qui va nous permettre de comprendre un peu ce que c'est. Et dans la tradition hindoue, il y a une histoire qui est intitulée « Les 6 aveugles et l'éléphant ». Et il y avait 6 aveugles dans un village qui, en réalité, n'avaient jamais vu un éléphant, qui n'avaient jamais su ce qu'était un éléphant. Et un jour, un éléphant est apparu dans le village et les 6 aveugles ont décidé d'aller voir ce qu'est un éléphant en touchant l'éléphant et de mieux comprendre ce que c'est. L'un des aveugles toucha en fait la queue de l'éléphant et dit « Mais l'éléphant ressemble à une corde, donc l'éléphant est une corde en réalité. » Et puis un autre toucha en fait les trompes et s'est dit « Ah,
l'éléphant ressemble à un serpent, donc l'éléphant doit être en fait un serpent. Et un autre touchant en fait le pied de l'éléphant, il s'est dit, mais attends, l'éléphant ressemble à un tronc, donc un tronc d'arbre. Donc l'éléphant doit être un tronc d'arbre en fait. Et l'autre disait non, l'éléphant, un autre touchant en fait le ventre de l'éléphant, il dit, mais l'éléphant ressemble à un grand mur. Et l'autre en touchant en fait les oreilles, il dit, mais l'éléphant doit ressembler en fait à un éventail. Donc chacun touchait une partie et avait une idée différente. Et ils ont commencé à se disputer en eux. Et chacun voulait imposer son point de vue de ce qu'était l'éléphant aux autres. Et ils ont commencé à se disputer, à rentrer dans des débats. Et un sage passait là et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les 6 aveugles disaient, on n'arrive pas à s'entendre sur ce qu'est réellement l'éléphant. Et chacun disait ce qu'il avait touché et ce qu'il avait expérimenté et ce qu'il voyait. Et le sage leur dit, attention, chacun d'entre vous a touché une partie de l'éléphant, mais pas l'ensemble de l'éléphant. Donc en réalité, vous n'avez pas l'ensemble de l'éléphant, vous n'avez qu'une partie de l'éléphant. Et donc en réalité, voilà ce qui se passe très souvent lorsque nous pensons que ce que nous voyons, ce que nous expérimentons est l'universel. En réalité, ce n'est pas l'universel, c'est un symbole de ce que nous comprenons comme étant la vérité. Donc nous sommes en réalité des êtres subjectifs. Donc chacun d'entre nous est une expression unique de la vérité et perçoit la vérité en fonction de nos sphères de conscience et de notre conditionnement social, des besoins que nous avons, de notre culture, de notre religion, de l'éducation que nous avons reçue, de notre expérience personnelle. Et même l'homme et la femme ne perçoivent pas souvent les choses de la même manière. Et aujourd'hui, avec la neuroscience, on s'est rendu compte que même le cerveau de l'homme est différent du cerveau de la femme. Donc en réalité, les humains vivent des réalités différentes à chaque étape de leur vie. C'est pourquoi on aura toujours une perception différente de la vérité. C'est cela la vérité universelle. Alors, et aussi, il faut comprendre qu'il y a une dimension cachée de la vérité universelle. Très souvent, l'idiot pointe la lune et veut convaincre le monde entier que son doigt est la lune. Mais le sage sait que son doigt n'est pas la lune, mais pointe vers la lune et ne prétend même pas connaître la dimension cachée de la lune. Le sage ne se précipite pas pour juger en fait les faits. Il sait qu'il ne voit pas toujours l'image complète du problème. Et très souvent, il faut éviter les jugements rapides parce que très souvent, on ne voit pas l'entièreté de la situation. Et très souvent, les gens qui interprètent en fait les Écritures saintes de façon égocentrique peuvent facilement tomber dans l'extrémisme et en fait devenir violents. En réalité, les gens sages comprennent qu'ils ne peuvent pas toujours avoir raison, alors ils font de leur mieux chaque jour pour entretenir des relations saines et solides et durables avec les personnes avec lesquelles ils vivent et les personnes avec lesquelles ils travaillent. Voilà pourquoi on dit très souvent, si vous voulez entretenir des relations saines, évitez toujours d'avoir raison. Essayez plutôt de chercher à comprendre les autres. La vérité est le travail d'équipe. Et ça, cette partie, c'est pour les leaders en général. En réalité, quand vous êtes un leader, faites très attention. Chacun de vos collaborateurs a une part de vérité concernant un sujet donné. Donc, chaque collaborateur, à un instant T, a une perception de la vérité en fonction de son rôle, sa responsabilité dans l'organisation. Mais au-delà de ça, sa culture, sa personnalité, tout ça, ça peut influencer la manière dont il perçoit la situation. Donc, en tant que leader, votre rôle est de prendre du recul afin de pouvoir rassembler toutes ces vérités pour en faire une vision d'ensemble, un projet commun en lequel chacun se sent important, impliqué et inclus. Cette approche est applicable aussi bien au plan personnel, c'est-à-dire familial, dans les relations d'amour, mais aussi au plan professionnel. Il peut arriver qu'il y ait des positions entièrement contradictoires, ça c'est clair, ou réconciliables parfois, et que vous devez trancher dans une situation. Dans ce cas, allez en faveur du consensus. Parce que le succès d'ensemble est plus important que le succès d'individuel. Et le succès d'ensemble est plus important qu'un individu avoir raison. Si un de vos collaborateurs refuse le consensus, offrez-lui le choix de se retirer du projet et accepter la réalité qui se présente à lui en ce moment. Parce qu'en réalité, le choix également libre est un principe.
Surtout, il faut éviter d'adopter un leadership top-down, un leadership autoritaire dans vos styles de leadership. Vous êtes un leader, un guide qui doit inspirer la confiance et non la peur. Alors, beaucoup de personnes se demandent, mais comment faire pour influencer les autres? En réalité, si vous devez influencer les autres, vous devez en fait apprendre à les comprendre d'abord. La plupart des gens veulent être compris d'abord. Si vous voulez influencer les autres, vous devez d'abord apprendre à les comprendre. Guider les autres, c'est avant tout savoir les influencer afin d'atteindre un objectif commun. Ce processus passe par la compréhension de l'autre d'abord. Le leader, c'est celui qui essaie de comprendre l'autre d'abord. Le contraire, en fait, entraîne des conflits interpersonnels, familiaux, des conflits communautaires dans les entreprises, même au plan national. Le leader, c'est celui qui se met à la place de l'autre d'abord. Par exemple, si quelqu'un voit un 9 et que vous voyez un 6, essayez de comprendre pourquoi la personne voit un 9. Dès que vous faites ça, vous êtes le leader. Ce n'est pas seulement la position sociale. Ceux qui ne voient pas comme nous en réalité ne sont pas forcément dans le faux. Ils sont simplement à un niveau de conscience différent. Ils sont dans une position différente. Ils sont dans une réalité différente. Ils voient le monde avec leurs propres lunettes. Et quand c'est comme ça, vous le leader, vous devez avoir cette attitude d'abord. Alors, je vais vous donner un exercice à faire. Cet exercice s'appelle l'écoute active. Si vous avez en fait un sujet important, sensible, que vous voulez discuter avec quelqu'un, pratiquez en fait cet exercice. Vous allez voir ce que ça va vous apporter comme transformation personnelle. La première des choses, appelez la personne ou bien créez un cadre de discussion avec la personne. Et puis, écoutez sans interrompre la personne. Ça, c'est la première des choses. Soulevez la situation et écoutez sans interrompre la personne. Parce que vous savez, interrompre les autres quand ils parlent, c'est prouver que vous avez un problème de maîtrise de soi. Deuxième chose, même quand vous sentez que la personne est en train de dire quelque chose qui n'est pas correct, n'interrompez pas la personne. Laissez la personne aller au bout de ses idées. 2. Paraphrasez ce que vous entendez. Parce que ce que vous entendez n'est pas forcément ce qui est dit. Paraphrasez, résumez ce que vous avez entendu. Posez des questions de clarification. Observez également le langage corporel. Est-ce que la personne croise ses bras, fonce ses sourcils? Est-ce que la personne regarde ailleurs quand vous parlez? Et ensuite, essayez de clarifier les émotions qui se présentent en ce moment. Est-ce que la personne est en colère, elle est un peu frustrée, elle est dans un doute, en joie, en inspirée ou en tristesse? Essayez de voir ce qui se passe dans les émotions également. Et en plus, soyez présent. Être présent, ça veut tout simplement, quand vous écoutez quelqu'un, n'allez pas dans le passé, dans vos propres mémoires ou dans le futur, mais restez présent. Ne regardez pas quelque part votre téléphone, mais écoutez vraiment la personne pour comprendre la personne en ce moment présent. Et vous allez voir, quand vous réussissez à faire un tel exercice, vous allez voir que tout sera possible dans ce que vous êtes en train de dire. À la fin, dites, je comprends maintenant ton point de vue. Vous n'êtes même pas obligé d'être d'accord à la fin, mais vous allez comprendre pourquoi la personne perçoit la réalité telle qu'elle la perçoit. Donc, à travers l'écoute, tout est possible. 1 plus 1 peut être égal à 10, 9, 20 et 100. Alors, pourquoi il est si difficile pour nous d'écouter les autres? En réalité, nous avons été éduqués dans le système éducatif occidental qui tire en fait son essence dans la philosophie de Descartes qui dit « je pense donc je suis ». Aujourd'hui, les études en neurosciences montrent clairement que notre système éducatif est axé sur le cerveau gauche plutôt que le cerveau droit. Dans le cerveau gauche, l'accent est mis sur les détails, la logique, les efforts, l'analyse, les critiques et l'analyse et les critiques, la mémoire auditive, le langage. Et en réalité, cet aspect du cerveau, avant le 19e siècle, on a pensé que c'était le seul aspect du cerveau. Et c'est plus tard, avec la neuroscience au XXe siècle, qu'on s'est rendu compte que le cerveau a effectivement 2 hémisphères. Et l'autre hémisphère du cerveau met l'accent sur la globalité, c'est-à-dire l'approche holistique, la vision holistique, l'intuition, la créativité, les émotions, la créativité et la mémoire visuelle. Donc en réalité, quand on est éduqué dans un système qui a mis seulement l'accent sur l'hémisphère gauche du cerveau, on peut se retrouver grand intellectuel, mais rigide, fondamentaliste en politique, en religion et dans d'autres aspects de la vie. De nombreuses études en neurosciences suggèrent
en réalité que des activités telles que la méditation, la prière, la silencieuse, la contemplation, la musique classique, la poésie aident en fait à développer le cerveau droit. Donc en réalité, un homme qui est équilibré, c'est un homme en fait qui a développé les deux aspects du cerveau, le cerveau gauche et le cerveau droit. Maintenant, nous allons entamer ce qu'on appelle la vérité personnelle après avoir compris ce que c'est que la vérité universelle. La vérité personnelle, effectivement, a été développée par Ken Wilber. Il a nommé ça shadow boxing. En anglais, shadow boxing, en français, ça veut tout simplement dire boxer son ombre. La vérité personnelle, c'est quoi? Elle consiste à une prise de conscience de nos propres limites intérieures. Elle consiste à être honnête, sincère, intègre et même souvent vulnérable dans le cadre relationnel, bien sûr, par rapport à une situation que nous ressentons dans une situation donnée. Même si souvent cette situation ne nous arrange pas, nous décidons de dire la vérité. En Afrique, très souvent, on dit la vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Ça, c'est dans le contexte de la vérité personnelle. C'est de reconnaître qu'on s'est trompé et de s'excuser. Et chaque fois que nous sommes défensifs, en colère, frustrés, concernant un sujet donné, on vient de révéler au grand jour notre ombre, notre partie obscure à laquelle souvent nous ne voulons pas faire face. Donc en réalité, pour mieux en fait boxer notre ombre, chaque fois que nous sommes confrontés à un défi, au lieu d'être réactifs, il faut plutôt faire une introspection, une auto-évaluation, une réflexion personnelle profonde. Cette évaluation constante que nous faisons nous permettra de connaître la vérité sur nous-mêmes. Et ensuite, cela va nous permettre de nous libérer de notre partie obscure. Si ces émotions négatives sont récurrentes et constantes en nous, il faut avoir le courage de parler à un psychologue, à un coach professionnel, à un mentor. Cette approche est connue sous le nom de shadow boxing ou boxer son ombre, qui a été développée par Ken Wilber, comme je l'ai dit au départ. Boxer son ombre exige de nous vraiment l'honnêteté, la sincérité, l'humilité, la vulnérabilité dans le cadre relationnel, chaque fois que nous sommes défiés par les autres et la vie elle-même. Cela permet d'élever notre niveau de conscience. Alors, des exemples particuliers pour nous permettre de comprendre comment boxer son ombre. Dans une discussion, par exemple, ne cherchez pas toujours à avoir raison et prouver que l'autre a tort. Ça, c'est en fait l'expression de l'ego. Cherchez plutôt à comprendre le point de vue de l'autre d'abord. Ensuite, partagez votre point de vue. Même quand vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, mais en réalité, vous ne devez pas en réalité dire aux autres qu'ils ont tort. Lorsque quelqu'un est en désaccord avec vous, au lieu d'être sur la défensive, dites plutôt, je suis curieux de savoir pourquoi vous voyez différemment. Expliquez votre point de vue, je veux mieux comprendre. Apprenez à ne pas interrompre les autres quand ils parlent, même quand vous pensez qu'ils ont tort. Ça s'appelle le respect de l'autre. Ça s'appelle aussi la maîtrise de soi. Si vous vous rendez compte que vous coupez les gens chaque fois qu'ils vous parlent, ça veut dire que vous devez travailler sur vous-même pour avoir la maîtrise de soi. Dites les choses telles que vous les voyez. Je vois plutôt bleu et non rouge. Ça, c'est votre perception de la réalité et non la perception universelle. Évitez de blâmer les autres pour ce que vous ressentez. Tu m'as rendu triste, tu m'as mis en colère, tu m'as déçu, tu m'as trahi. Ça, c'est blâmer les autres pour ce que nous ressentons. Quand vous faites ça, en réalité, vous ne prenez pas responsabilité pour vos propres émotions. En réalité, ce que nous devons dire, c'est « je me sens triste, je suis en colère, je suis déçu, je me sens trahi, je me sens coupable ». Ça, c'est prendre responsabilité pour vos propres émotions, Donc, en réalité, quand vous dites « tu m'as rendu triste », vous blâmez quelqu'un pour ce que vous ressentez. Et ce n'est pas juste. Et quand c'est comme ça, ce sera très difficile pour vous d'expérimenter une transformation personnelle dans votre relation avec la personne. Alors, en quoi est-ce que cela peut aider dans le contexte du leadership? Le leadership égocentrique peut nous empêcher de pouvoir réaliser notre rêve. En réalité, on doit comprendre que ce n'est pas parce qu'on est leader qu'on doit avoir toujours raison. Il ne faut jamais imposer son point de vue à votre équipe. C'est une violation flagrante du principe de la vérité. Prenez l'avis des membres de votre équipe avant de prendre une décision finale sur la vie de la communauté ou de l'organisation. En cas de désaccord, entamez une solution négociée, gagnant-gagnant, et ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Permettez aux autres d'exprimer leur point de vue librement sur les questions importantes de l'organisation. Faites attention à vos émotions.
elles en disent plus sur vous que la situation qui prévaut. Chaque fois qu'il y a une discussion sérieuse sur un sujet donné, faites attention comment vous vous sentez. N'excluez pas celui qui a un point de vue différent. Au contraire, considérez la personne comme un atout pour votre succès en tant qu'équipe. Imposez plutôt le respect mutuel entre les membres de votre équipe. Évitez de donner des ordres. Parce que construire une équipe, ce n'est pas construire une armée. Vous n'avez pas besoin d'être aimé par tout le monde en réalité. Mais vous avez besoin d'être respecté par tous. Et en réalité, on est respecté quand on respecte les autres. Donc, quelle que soit votre position sociale, respectez les autres. Voilà pourquoi l'adage dit, si vous brimez les autres en montant l'escalier pour aller vers le haut, le jour où vous êtes en train de descendre, vous allez trouver les mêmes personnes sur la route. Donc, voilà pourquoi, quelle que soit votre position sociale, votre responsabilité première, c'est de respecter les autres. Alors, pourquoi en réalité les hommes tombent dans le mensonge? En réalité, la peur, chaque fois que la première fois où nous avons commis une erreur, qu'on a été puni par les parents. Ou bien dans une situation avec nos pères, nos amis, on a été rejeté pour une raison quelconque. Ou excommunié par notre communauté religieuse, politique, ethnique. Ou bien on a été condamné pour avoir fait quelque chose de mauvais dans la société. Cela, en fait, nous amène à développer automatiquement un mécanisme psychologique pour éviter la douleur. Parce que la punition est accompagnée de douleur. Donc, la peur de la douleur se cristallise dans notre subconscient depuis l'enfance et influence en fait nos décisions, notre façon de nous comporter. Nous utilisons donc automatiquement le mensonge comme un moyen de protection socio-psychologique. L'homme, en réalité, avec grand H, ment pour se protéger ou atteindre des intérêts égoïstes, pour se venger souvent des autres ou bien manipuler l'information. Les conséquences du mensonge peuvent être tragiques, non seulement pour nous, mais pour la société en général. Imaginez une société où personne n'a confiance en l'autre, parce qu'en réalité, le mensonge tue la confiance. En réalité, le problème de l'Afrique n'est pas seulement la misère sociale, qui veut dire la pauvreté, le manque d'argent, mais la misère morale également. C'est pourquoi c'est dans le changement des mentalités que le développement commence. Imaginez une situation où personne n'a confiance en l'autre, qui va investir ses biens, qui va s'engager réellement. Donc, la meilleure façon, il est mieux d'être honnête, d'être sincère et de dire la vérité et perdre maintenant et gagner la confiance plus tard que de mentir et puis perdre la confiance plus tard. Alors, pour un autre exercice, je voulais vous inviter à vous poser cette question. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie à qui vous pouvez dire tous vos secrets, même les plus honteux, sans que vous soyez jugé ou rejeté? Si vous trouvez une personne comme ça auprès de vous, c'est un diamant, c'est une grande bénédiction pour vous. Donc, et si vous n'avez pas cette personne, continuez à chercher quelqu'un de confiance comme ça dans votre vie. Quelqu'un qui est prêt à vous écouter, même quand vous commettez une erreur, vous pouvez ouvrir votre cœur et dire à cette personne, et vous savez que vous ne serez pas puni, rejeté et condamné. Ça va vous permettre de vous libérer de votre ombre. Avant de vous engager dans une relation également, une relation sérieuse, rassurez-vous que vous disiez la vérité sur tout ce qui peut entacher les relations futures. Par exemple, si c'est un mariage que vous voulez entamer, rassurez-vous que les choses importantes qui peuvent entacher votre mariage dans le futur sont révélées à votre conjoint. Il est mieux même de perdre cette relation aujourd'hui que de la perdre plus tard. Parce que le mensonge, en réalité, va vous rattraper toujours. Ne cachez pas les choses. Alors, c'est quoi la transparence? Dans le contexte organisationnel, c'est un mécanisme qu'on met en place pour mieux gérer nos ressources. La transparence est le processus d'ouverture, d'honnêteté, de clarté dans les relations humaines, mais aussi dans la gestion des affaires. Les informations doivent être disponibles à tout le monde, à tous les membres de l'équipe. Voilà pourquoi nous proposons la transparence comme étant un moyen pour renforcer la confiance entre les membres de l'équipe, pour augmenter la productivité, pour développer l'esprit de créativité et d'innovation et réduire la corruption et maintenir l'équilibre des pouvoirs au profit de l'abus du pouvoir. Parce que la transparence aide à mieux dissiper l'information à tout le monde et de prendre des décisions en ensemble. Alors, pour les organisations qui sont intéressées,
à faire des organigrammes. Nous proposons donc dans le contexte du développement personnel des organigrammes circulaires au lieu des organigrammes pyramidales. Pourquoi? Parce que ça permet de pouvoir renforcer en réalité les liens entre les membres de l'équipe, mais aussi de pouvoir créer la confiance et de pouvoir travailler comme une équipe qui est soudée. Et de permettre aussi à ce que les gens qui ont des positions n'abusent pas de leur position. Parce que très souvent, quand il y a des organisations pyramidales et que des personnes sont au top, ils finissent par confondre leurs positions en relation avec les autres, les gens avec lesquels ils travaillent, et ils peuvent tomber facilement dans l'abus du pouvoir. Et donc, si vous êtes intéressé à construire un organigramme circulaire, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous aider à le faire. Alors, le principe de la vérité et le développement mental ou intellectuel sont liés. La lecture, l'écriture sont des exercices pour développer notre mental. Lisez des livres dans votre domaine d'intérêt, de passion, de façon constante. Relevez le défi de lire un livre par mois dans votre domaine d'intérêt. Prenez le temps d'écrire vos idées et de publier pour le bien des autres. Rappelez-vous l'adage qui dit « Qui lit finit par diriger les autres ». L'ignorance n'est pas une excuse. Et très souvent on entend, si vous voulez cacher quelque chose aux Africains, mettez-le dans un livre. Il faut qu'on puisse en fait relever ce défi en tant qu'Africains pour apprendre, pour lire, faire de la lecture, un moyen de développer notre intellect. La tradition orale, c'est vrai, c'est important, ça a de la valeur, mais l'écriture est essentielle pour exprimer et pérenniser nos pensées, nos idées telles que nous voulons. Si quelqu'un d'autre écrit notre histoire, cette personne va écrire notre histoire en fonction de sa perception de ce que nous sommes. Voilà pourquoi, si ce sont les Européens qui écrivent l'histoire de l'Afrique, ils vont écrire selon la perspective européenne. Voilà pourquoi les Africains doivent prendre responsabilité, écrire leur propre histoire selon la perspective africaine. Alors, il est également important d'enseigner ce que vous savez aux autres. Vous savez, celui qui enseigne une fois apprend deux fois. On n'a pas besoin d'une information, nous avons besoin d'informations constantes dans le domaine intellectuel qui rentre dans le cadre de notre vision, de notre mission, de nos objectifs de vie. Par conséquent, les séminaires, les ateliers, comme nous le faisons en ce moment, sont essentiels pour une croissance intellectuelle constante. Si possible, obtenez le diplôme le plus élevé dans votre domaine et enseignez aux autres. De plus, il faut apprendre à écrire des livres, des articles qui peuvent en fait nous donner de la crédibilité dans notre domaine. En conclusion, on ne finit jamais de connaître, donc restons intellectuellement humbles. L'essence du principe de la vérité, c'est le respect de la différence. Du point de vue, nul n'a le monopole de la vérité. Devenez plutôt la vérité en incarnant les valeurs de l'intégrité, de l'honnêteté, de l'humilité et la sincérité. C'est ce qu'on appelle la vérité personnelle. Alors, nous allons conclure avec une étude des cas. Au cours d'une conférence sur le développement personnel à laquelle participait le directeur de l'entreprise et son équipe, j'ai présenté cette image et j'ai demandé ce que chacun voyait sur l'écran. Certains disaient que c'était une vieille femme et d'autres une jeune dame. Le directeur de l'entreprise a insisté que c'était une jeune dame et que ceux qui voyaient une vieille étaient dans le faux et avaient tort. Un membre de son équipe rétorqua que c'était plutôt le directeur qui avait tort. Le directeur rentra dans une colère bleue et insista qu'il eut raison. J'essayais d'expliquer au directeur que ce qu'il voyait n'était pas faux, mais aussi les autres avaient également raison, puisque l'image présente les deux en même temps, une vieille femme et une jeune dame. Et c'est comme ça que notre cerveau droit et notre cerveau gauche nous jouent des tours. Il s'est défendu de nouveau en prouvant qu'il avait raison et que les autres avaient effectivement tort. Et cela crée une atmosphère tendue à la fin de la formation. Alors, question pour vous. Expliquez les raisons pour lesquelles le directeur a eu une telle attitude. En quoi est-ce qu'il a violé le principe de la vérité? Quel est le niveau de conscience de ce leader selon vous? Quelles leçons en tant que leader tirez-vous de cette histoire? Merci beaucoup. C'est la fin du principe 2, le principe de la vérité. Nous vous donnons rendez-vous pour la séance 5 et le principe 3, qui est le principe de l'amour que nous allons étudier dans la séance prochaine. À très bientôt. Pour toute préoccupation relative au principe de la vérité, nous vous ferons le plaisir de vous proposer un accompagnement coaching particulier. 1. Comment prévenir les conflits dans votre environnement de travail au sein de votre communauté. 2. Comment prendre les décisions en équipe. 3. Comment influencer les autres.
4. Comment gérer un groupe avec des diversités culturelles. 5. Comment identifier et gérer les personnalités au sein d'un groupe.